Bonjour, je m'appelle Virginie Plante, je suis infirmière, puis je suis étudiante au baccalauréat à l'Université du Québec à Rimouski. Aujourd'hui, je vous présente ma troisième vidéo dans le cadre de mon projet d'intervention éducative sur l'anxiété que je réalise pour l'organisme Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches dans le cadre de projet de la fin de mon baccalauréat. Aujourd'hui, je vous parle des causes et des facteurs de risque de l'anxiété, puis les principales sources d'anxiété selon la littérature. Donc, je vais vous présenter différentes théories qui viennent expliquer un peu l'origine de l'anxiété. C'est des théories qui ont peu de preuves là, pour venir appuyer chacune d'entre elles. Donc, c'est pour ça que j'en présente plusieurs. Dans le fond, c'est comme des hypothèses là, qui sont émises pour expliquer un peu l'anxiété là, en partie. Je vais vous parler aussi de différents facteurs de risque de l'anxiété. Je vais vous présenter aussi certains déterminants de la santé. Puis on va regarder là, des statistiques que j'ai sorties en lien avec les causes de l'anxiété. Puis je vais comparer ces statistiques-là avec, dans le fond, l'analyse des besoins de la clientèle que j'ai réalisée à l'automne là, pour cibler les besoins là, dans le cadre de mon projet. Donc, les théories que je vais vous présenter là, pour expliquer l'origine de l'anxiété, on va regarder la théorie biologique, les théories de l'apprentissage, les expériences traumatiques, puis les théories cognitivo-comportementales. Donc, la théorie biologique, elle, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que la génétique et les facteurs héréditaires auraient un rôle à jouer dans l'apparition des troubles anxieux chez certaines personnes. On remarque souvent là, que des personnes atteintes de troubles anxieux vont avoir des proches du premier degré, ça, c'est-à-dire père, mère, frère, sœur, qui vont être atteints soit du même trouble anxieux ou d'un trouble semblable là, de l'anxiété. Aussi, il peut y avoir des modifications au niveau de l'activité cérébrale qui peuvent être observées chez certaines personnes qui souffrent de troubles anxieux. Par exemple, il y a des études qui ont remarqué que la taille de certaines structures du cerveau qui sont associées à la peur serait plus petite chez certaines personnes atteintes d'un trouble d'anxiété généralisée. Aussi, un autre exemple, on a vu que certaines différences de concentration de neurotransmetteurs dans le système limbique peuvent être responsables de l'anxiété chez certaines personnes. Ce que ça veut dire, dans le fond, le système limbique, c'est le système qui contrôle la mémoire, puis les réactions à l'anxiété et la peur. Puis un neurotransmetteur, c'est un messager chimique qui transporte l'information d'un neurone à l'autre dans notre système. Parmi ces neurotransmetteurs-là, on retrouve la sérotonine qui va venir réguler l'humeur, l'agressivité, les impulsions. On retrouve aussi la noradrénaline qui, elle, va jouer un rôle dans les réactions de fuite ou de lutte, comme on a vu dans les vidéos précédentes, là, les réactions en lien avec l'anxiété, la régulation du sommeil, de l'humeur. Puis le stress, dans le fond, va venir jouer sur la noradrénaline, va la faire diminuer. Ensuite, il y a le neurotransmetteur GABA qui favorise la relaxation et le sommeil, puis qui contribue à prévenir la surexcitation. Fait qu'en gros, si on reprend la phrase là, que je vous ai dit au départ, le fait d'avoir différentes concentrations de différents messagers chimiques qui régulent l'humeur dans le système qui s'occupe des réactions de l'anxiété et de la peur peuvent faire en sorte que l'anxiété va être augmentée chez certaines personnes. Ensuite, il y a les théories de l'apprentissage. Dans le fond, ces théories-là, ce qu'ils disent, c'est que l'anxiété puis la peur peuvent être apprises. On parle d'un apprentissage par modèle. Dans le fond, ça arrive souvent que des personnes qui vivent avec un trouble anxieux vont dire que pendant l'enfance, leurs parents vivaient des peurs excessives dans certaines situations, que ce soit juste un des deux parents ou les deux parents. Que c'était des parents qui avaient tendance à beaucoup mettre en garde l'enfant sur plusieurs situations dangereuses potentielles qui pouvaient arriver, donc porter à rendre constamment l'enfant attentif à divers dangers. Par contre, on dit aussi que le fait d'avoir des parents qui étaient beaucoup anxieux et qui avaient beaucoup de peur là, pendant l'enfance, ça n'a pas toujours un impact sur la personne. Il y a plusieurs personnes qui ont vécu avec des parents très anxieux qui s'en sortent très bien là, sans trouble anxieux. Ce n'est pas nécessairement toujours la faute des parents qui font en sorte que l'enfant va développer des troubles anxieux plus tard. Il y a aussi les expériences traumatiques. Dans le fond, selon ces théories-là, c'est que les situations, les objets ou les personnes qui vont déclencher de l'anxiété chez certaines personnes peuvent être en lien avec un événement difficile ou traumatisant que la personne a vécu par le passé. Quand on regarde selon les théories psychodynamiques, la perte ou le traumatisme pendant l'enfance peut amener du stress puis déclencher un trouble anxieux. Puis, selon les thérapies comportementales, l'anxiété va apparaître quand la personne se retrouve en présence d'un signal qui lui rappelle un événement douloureux ou redouté. Par exemple, quelqu'un qui serait fait mordre par un chien pendant l'enfance peut développer une phobie envers les chiens.
Puis le fait d'être mis en situation, en contact avec un chien va venir faire en sorte que la personne va développer comme une réaction anxieuse dans cette situation-là. Dans le fond, c'est à cause du traumatisme que la personne a vécu pendant l'enfance par rapport à la morsure du chien qui fait qu'elle réagit comme ça là, dans le présent, en présence du chien. Ensuite, selon les théories cognitivo-comportementales, les principaux facteurs qui amènent puis qui maintiennent l'anxiété puis ses conséquences, c'est les pensées que la personne va entretenir, puis les comportements qu'elle va adopter pour faire face à ces pensées-là. Par exemple, un exemple que j'ai vu là, dans mes recherches, c'était une mère de famille, dans le fond, qui entend du bruit pendant la nuit, ça la réveille. Si elle se rappelle que sa grande fille est sortie avec des amis puis qu'elle était supposée revenir plus tard, sa réaction ne sera pas la même au bruit qu'elle entend dans la maison versus si elle fait abstraction de cette information-là, elle ne se rappelle plus que sa fille était sortie, puis dans le fond, immédiatement, elle va venir penser qu'il y a un intrus dans la maison. Ses comportements et ses réactions vont être différentes là, selon la manière qu'elle analyse là, la situation. Ensuite, parmi les facteurs de risque de l'anxiété qui existent, il y a les affections médicales générales, dans le fond, certaines maladies qui peuvent se présenter sous des symptômes qui pourraient paraître pour des symptômes anxieux. Par exemple, la nervosité, les tremblements, les tensions musculaires, les sueurs, les étourdissements, les palpitations cardiaques. Ça peut aussi être causé par des maladies, par exemple des maladies respiratoires, comme l'asthme si ce n'est pas bien contrôlé, ou par exemple des problèmes de glande thyroïde. En cas d'hyperthyroïdie, on peut se ramasser avec des symptômes qui peuvent s'apparenter à des symptômes anxieux. Toutefois, ces symptômes-là vont être causés par une affection générale au lieu d'être causés par l'anxiété directement. C'est pour ça que c'est important de faire un examen physique complet avant d'apposer un diagnostic là, de trouble anxieux chez quelqu'un, parce qu'on pourrait des fois passer à côté de quelque chose. Aussi, il y a des troubles anxieux qui sont induits par des substances. L'abus d'alcool, de drogue, de médicaments va avoir un impact sur l'anxiété ressentie de la personne, soit sous l'effet de la consommation, par exemple quelqu'un qui consomme des stimulants comme de la cocaïne, ou en cas de sevrage, par exemple, des sevrages à l'alcool ou des sevrages de cannabis vont exacerber l'anxiété ressentie en période de sevrage. Puis, certaines substances stimulantes comme la caféine, qu'on retrouve dans le café, le thé, les boissons énergisantes et le chocolat, puis la nicotine, peuvent faire augmenter l'intensité de l'anxiété ressentie. Aussi, le fait de vouloir gérer ces symptômes anxieux avec certaines substances comme l'alcool puis les drogues ou l'abus de médicaments, ça peut créer des dépendances. Ça, je vais revenir là-dessus là, dans un prochain vidéo. Ensuite, un autre facteur de risque de l'anxiété, c'est le sexe. Les femmes sont plus touchées que les hommes par les troubles anxieux. Selon le DSM-5, là, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le ratio serait approximativement de 2 pour 1. Dans le fond, 2 femmes pour un homme seraient atteints de troubles anxieux. Puis ce ratio-là, il est appuyé par un rapport que j'ai trouvé là, du ministère de la Santé et des Services sociaux sur Internet, dans le fond, qui parle des principales sources de stress au quotidien chez les personnes de 15 ans et plus, selon la principale source de stress et selon le sexe au Québec. Donc, en 2009-2010, les rapports de taux, on les voit ici, selon les provinces et les territoires du Canada, étaient de 1,6 à 2, donc de 1,6 femmes à 2 pour un homme qui, dans le fond, ferait l'utilisation de services de santé pour des troubles anxieux puis de l'humeur. Maintenant, je vais vous parler des déterminants de la santé. Les déterminants de la santé, ils ont un impact sur notre santé mentale, puis sur notre gestion de l'anxiété en général aussi. C'est certains facteurs là, de l'environnement ou de nos comportements ou de l'accessibilité au système là, qui peuvent avoir un impact sur notre santé mentale. Donc, je vais vous en défiler quelques-uns. Donc, l'environnement économique ou l'environnement de travail pour avoir une bonne santé mentale, puis bien gérer notre anxiété. Dans le fond, c'est important d'avoir un emploi avec un revenu adéquat, des bonnes conditions de travail, avoir accès à l'information, puis être capable de la comprendre, avoir accès à l'éducation, aux établissements scolaires, aux formations professionnelles. Ensuite, il y a l'environnement physique. La qualité de l'environnement dans lequel on évolue est super important au niveau de la pollution, au niveau
de notre logement dans lequel on vit, que ce soit salubre puis adéquat pour nous, qu'on ait accessibilité à des parcs, à des espaces verts pour se ressourcer puis voir de la nature un peu. Ensuite, il y a l'environnement social. Le fait d'avoir un bon réseau de soutien, de ne pas vivre de stéréotypes ou d'exclusion sociale, c'est important pour une bonne santé mentale. Puis l'accès aux services, par exemple, aux écoles ou aux services de santé aussi, c'est important. Parmi les caractéristiques, les expériences et les comportements individuels, le fait d'avoir des bonnes habitudes de vie, ça va jouer aussi sur l'anxiété. Puis les prédispositions génétiques, comme je vous parlais plus tôt, là, les affections médicales générales que la personne peut vivre, ou la génétique tout court dans les cas de troubles anxieux là, avec la théorie biologique. Puis, il y a le système de santé et de services sociaux de notre communauté. Dans le fond, que les soins de santé puis de services sociaux soient accessibles puis de qualité, puis qu'il y ait une bonne continuité dans les soins et services qu'on nous offre. Puis que la communauté dans laquelle on évolue fasse beaucoup de promotion puis de prévention de la santé afin de favoriser une bonne santé mentale. Donc, tous ces déterminants-là, si on ne les a pas, ben, ça peut faire en sorte qu'on va être plus anxieux et on va avoir dans le fond, des déficits là, au niveau de ce qui fait qu'on a une bonne santé mentale. Maintenant, je vais vous présenter les principales sources d'anxiété selon le ministère de la Santé et des Services sociaux. Dans le fond, c'est un rapport là, de 2015 pour les principales sources de stress au quotidien. Dans le fond, ce qui est ressorti de cette étude-là, c'est que les deux plus importantes sources de stress chez les hommes et les femmes au Québec, c'était leur activité principale, soit l'emploi ou les études pour 33,1 % des personnes, et les problèmes financiers pour 13,9 % des personnes au total. Ensuite, c'est suivi là, de la santé des membres de la famille, puis des responsabilités des personnes en général, là, que ce soit au niveau de la famille ou du travail ou personnel. Ensuite, je vais comparer ces données-là avec l'analyse des besoins que j'ai fait à l'automne sous forme de questionnaire pour voir les besoins là, en lien avec mon projet. J'avais demandé aux personnes qui voulaient répondre là, quelles sont leurs principales sources d'anxiété. Les personnes pouvaient cocher plusieurs réponses. Donc, sur 35 personnes, il y a 14 personnes qui ont nommé que c'était leur travail qui était la principale source d'anxiété pour eux. Ensuite, c'était suivi de leur famille, puis de leur état de santé. Après ça, dans le fond, c'est suivi de la relation amoureuse des personnes. Puis ça continue, là, on continue de descendre dans le nombre de personnes qui ont sélectionné ces réponses-là avec l'image corporelle, puis les relations interpersonnelles, la situation financière, puis finalement les études. Donc, je pense que la majorité des personnes qui avaient répondu à mon questionnaire là, étaient âgées comme la majorité était plus comme dans mi-vingtaine, début trentaine, donc leur étude devait être terminée. C'est pour ça que le travail ressortait plus, là, selon moi. Donc, en résumé, on a vu que les causes et les facteurs de risque de l'anxiété, ça pouvait être l'hérédité, comme la théorie biologique, là, comme on a vu plus tôt, puis les affections médicales générales qui peuvent en découler, ce qui fait suite là, avec la vulnérabilité biologique des personnes, des événements stressants ou traumatisants vécus par la personne dans le passé, des antécédents familiaux de troubles anxieux, des troubles de développement et d'adaptation au cours de l'enfance, l'usage de certaines substances qui peut exacerber les symptômes anxieux, certains problèmes de santé, le fait que les femmes sont pratiquement 2 fois plus touchées que les hommes. Dans le fond, on sait que les femmes utilisent qu'il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes qui utilisent les services. Le tempérament de la personne aussi va venir jouer sur son anxiété. Si la personne a de la difficulté à s'adapter aux différentes situations de la vie, si elle a une faible estime d'elle-même, ça va venir jouer aussi sur son anxiété. Puis, les facteurs de stress en général là, de la personne au niveau familial, social et professionnel vont avoir un impact sur son anxiété. Donc, c'est pas mal tout pour ma vidéo aujourd'hui. Je vous demanderai d'aller remplir le petit questionnaire Google Form qui est en lien avec la vidéo pour me permettre de voir là, si mes vidéos continuent d'être pertinentes pour vous, puis si ça vous est utile au niveau de l'information que je donne, pour voir aussi si mes objectifs d'intervention ont été atteints. Ça prend environ 5 minutes, c'est vraiment pas long à remplir, puis c'est anonyme. Aussi, il y a le journal du participant qui continue là, au fil des vidéos. Cette semaine, je pense qu'il y a environ 3 questions à répondre si vous complétez le journal. Ça, c'est vraiment pas long. Puis, dans le fond, c'est un journal qui sert juste à vous aider à réfléchir à votre situation avec l'anxiété et à vos habitudes de vie. Puis,
Puis j'ai mis des ressources communautaires à la fin de ce document-là. Ce n'est pas un document que je ramasse. Dans le fond, c'est pour vous, pour votre développement personnel là, avec les vidéos. Donc, je vous montre mes références ici pour la vidéo de cette semaine. Puis je vous dis merci beaucoup, puis à la semaine prochaine.